Bonjour, je m'appelle Florence, je suis bénévole pour l'organisme Lire à tout âge. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle séance de lecture. Aujourd'hui, je vous transporte dans des textes féminins, donc écrits par des femmes, et qui abordent tous à leur façon la reconnaissance, l'amour envers l'autre. On va parler de la petite enfance jusqu'au vieillissement, en faisant même un petit clin d'œil à notre planète Terre, en notre reconnaissance en la nature qui nous entoure et qui nous habite au quotidien. Je commence tout de suite en vous lisant un petit passage de l'essai de Madame Raphaëlle Germain qui s'intitule « Un présent infini, note sur la mémoire et l'oubli ». Dans cet ouvrage-là, dans ce petit passage-là, du moins, de l'essai de Madame Germain, on y parle de l'enfance, de ce qu'elle a de puissante et de ce qu'elle a de magique aussi. Alors, c'est parti. Lorsque ma fille avait à peine 2 semaines, j'étais allée passer avec elle une soirée chez mon père, chez mes parents. Elle s'était endormie dans les bras de mon père, minuscule petit paquet rose et fragile, et il avait dit en caressant une joue, 8 livres à peine. Mais la puissance qui se dégage de ça, la sentez-vous? J'étais perplexe. Ivre de fatigue, j'aspirais surtout à aller faire un petit somme avant que la puissance ne réclame une autre tétée. Il avait ajouté sur un ton absolument convaincu, « C'est elle qui nous protège. » Contre quoi? Nous n'avons jamais poursuivi cette conversation. J'étais épuisée et j'allais l'être encore plus dans les mois qui allaient venir. Je n'y ai plus repensé. L'idée me vient aujourd'hui que le contact direct avec l'enfance et sa nature fondamentalement poétique, c'est comme un rempart, éphémère, mais toujours renouvelé, contre la tentation de devenir d'éternels surfeurs. C'est que les enfants sont par nature des voyants, des passeurs. Ils font chaque jour, sans s'en rendre compte, ce que tentaient de faire nos ancêtres en aspirant à toujours mieux communiquer et que nous semblons oublier parfois, comme tant de choses depuis que presque tout est devenu inoubliable, découvrir, comprendre et traduire la beauté du monde. Je m'en voudrais d'idéaliser l'enfance. J'ai lu pendant mon adolescence Le Petit Sauvage d'Alexandre Jardin, qui se terminait dans une exaltation de l'enfance tellement grandiose que je me souviens d'avoir été gênée en la lisant. Mais reste que durant quelques années magiques, la curiosité et le regard sur le monde des enfants sont inaltérés. Ils sont dans l'urgence absolue. Leurs racines poussent à une vitesse folle. Et malgré tous les comptes Instagram qui documentent leur petite vie, ils échappent complètement à l'époque. Il y a quelque chose dans l'éphémère présent absolu de l'enfance qui me semble faire un formidable pied de nez à ce présent infini que nous avons choisi malgré nous. Je sais très bien que ma fille embarquera un jour dans le grand train multicolore. Il pourrait difficilement en être autrement et, contrairement à ce que ces pages inquiètes pourraient laisser croire, je ne voudrais pas qu'il en soit autrement. J'ose seulement espérer que sa génération saura percer quelques fenêtres dans les parois du train, pas trop bien sûr, et toujours munie de bons rideaux, afin de voir le monde autour. Qu'elle se rappellera qu'une image ne vaut pas 1000 mots, et qu'elle aura songé à instaurer des escales, durant lesquelles les voyageurs pourront descendre, afin de prendre un moment pour arroser leurs racines et apprécier la profondeur du temps, et pour cultiver la part qui restera toujours rebelle de notre mémoire. Alors, je trouve qu'il y a une belle morale à tout ça, une belle analogie aussi avec le train, puis ces petites fenêtres qu'on perce, les escales qu'on doit prendre au cours de notre vie. Alors, ça fait rêver un petit peu, puis ça nous fait prendre conscience, en fait, du présent dans lequel on vit, puis des instants qu'on doit prendre pour profiter de ce présent infini. Dans
Dans le même ordre d'idées, la prochaine lecture que je vous propose, c'est un passage du roman Ces enfants de ma vie de Gabrielle Leroy. C'est un roman où elle raconte ses années d'enseignement au Manitoba et le passage dont je vais vous faire la lecture aujourd'hui s'intitule La maison gardée. Dans ce court passage-là, je trouve qu'on donne réellement envie d'être enseignante, envie de vivre cette relation-là avec des enfants, avec des élèves, petits ou grands, et de vivre, de baigner dans ce milieu-là. C'est un roman que j'ai lu, en fait, qui a été un de mes premiers contacts avec l'enseignement, du moins dans le milieu littéraire, et donc qui m'a fait réfléchir, qui m'a surtout fait rêver à cette profession-là. Alors c'est parti pour La maison gardée. L'école où je fus nommée cette année-là faisait partie, si l'on veut, du village, quoique attardée tout au bout, séparée même des dernières maisons par un champ assez vaste, où paissait une vache. Malgré l'écart, il n'y avait pourtant pas de doute. J'appartenais au village triste avec ses pauvres maisons, la plupart en bois non peinte, décrépites avant d'être finies, avec sa petite chapelle que l'on avait construite dans un esprit d'antagonisme contre le village voisin et sa trop riche église. Dès la première semaine, j'avais pris l'habitude de guetter la venue de mes élèves à mon pupitre, orienté du côté de la plaine. J'arrivais très tôt pour préparer mes leçons à l'avance. Il le fallait, j'avais 40 élèves répartis en 8 divisions, depuis la première jusqu'à la 8e année. C'était le gros ennui de ces écoles de campagne, de contenir tant de divisions, mais aussi leur incroyable valeur, parce qu'avec des enfants de tous âges, elles constituaient une sorte de famille, un monde en soi. Souvent, j'étais prête longtemps avant l'heure, le tableau couvert de modèles et de problèmes à résoudre. Alors je m'asseyais et la hâte me prenait de voir arriver mes premiers élèves. Je ne quittais pas des yeux la petite montée solitaire de la route où je les verrais apparaître un par un ou en groupe et qui dessinerait une frise légère au bas du ciel. Chaque fois, j'en étais émue. Je voyais poindre ces minuscules silhouettes dans l'ampleur de la plaine vide et je ressentais profondément la vulnérabilité, la fragilité de l'enfance en ce monde. Et c'est pourtant sur ces frêles épaules que nous faisions porter le poids de nos espoirs déçus et de nos éternels recommencements. Je pense que j'étais bouleversée aussi par le fait que, de tous les coins, ils fussent en route vers moi, somme toute une étrangère pour eux. Encore aujourd'hui m'émeut ce sentiment que l'on confie à quelqu'un que l'on ne connaît même pas, à une petite institutrice sans expérience, fraîchement sortie de l'école normale, comme c'était mon cas, ce qu'il y a sur la terre de plus neuf, de plus délicat et aussi de plus facile à briser. Bientôt, même à cette distance, je reconnaissais les enfants. Mes petits Auvergnats qui faisaient bande à part, jamais mélangés aux Italiens et encore moins aux Bretons. Les deux petits Morisseaux qui, beau temps, mauvais temps, en retard ou à l'avance, arrivaient à la course comme des fous. Les Lachapelle déployant un escalier contre l'horizon, le plus grand en tête et le plus petit à la fin. Et enfin, presque toujours seule, souvent la dernière et souvent aussi en retard, une petite silhouette se hâtant, les épaules en avant et le cartable au dos, comme accablé. Ah, celui-là, c'est encore le cœur serré que je l'évoque. Il s'appelait André, André Pasquier. Il n'était pas mauvais élève, loin de là, ni non plus dépourvu, mais, comment dire, tout en étant un enfant appliqué, un enfant de bonne volonté à qui il était difficile de reprocher quoi que ce soit de précis, il était toujours ailleurs. Préoccupé, on aurait dit. Et même tracassé par des soucis de la maison, sans doute qu'il suivait à l'école et que son esprit ne parvenait pas à écarter. Et il était déjà tout fatigué à son arrivée en classe. Comment aurait-il pu fournir l'effort que j'espérais de lui? Un jour que je le voyais peiner sans parvenir à résoudre un problème que les autres de la classe avaient pourtant réussi en peu de temps, je m'attardais à sa place. « Qu'est-ce qu'il y a donc, André? T'es fatigué? »« Oui, un peu, dit-il. »« Tu travailles beaucoup chez vous? »« Ah, pas tant que ça. Un peu, il faut bien. Je suis l'aîné. C'est mon rôle de seconder le père. »« Tu viens à pied, de loin? »« Ça fait 2 milles et demi. » Doux ciel!
et dire que je l'avais réprimandé la veille encore pour être arrivée en retard. Ça te fait une fameuse trotte, lui dis-je. Ah, ça, la trotte, ça fait rien, dit-il tout en parvenant à me faire un grand sourire. Au grand air, ça ne fait que du bien. Alors je l'aidais à résoudre son problème et je m'en retournais à mon bureau, songeuse. Dès lors, la pensée de cet enfant ne me quitta pour ainsi dire pas. Dans sa vie, que je devinais difficile à l'excès, j'étais déterminée à apporter au moins la possibilité de s'en sortir par l'instruction. Je voulais à tout prix qu'il réussisse en classe. Mais comment m'y prendre? Le garder après les heures pour revoir ses leçons avec lui? J'ajouterais ainsi à la longueur de ses journées. Lui accorder une attention spéciale pendant les heures de classe? Il était ombrageux et fier. S'il s'en apercevait, il pourrait se retirer encore plus profondément en lui-même. C'était pourtant le seul moyen que j'avais de l'aider, et je finis par y venir, mais le plus discrètement possible. Cela marcha. J'eus le bonheur, au bout d'une semaine, de le voir terminer ses devoirs et ses leçons presque en même temps que les autres. Un jour, pour la première fois, je l'entendis rire avec les autres, à je ne me rappelle plus quel propos. J'en restais saisie. J'allai à son pupitre et examinai son cahier. Il était incontestable qu'il avait fait beaucoup de progrès. Je lui demandai: « Tes parents tiennent-ils à ce que tu t'instruises? »« Ah oui, mon père dit souvent qu'il ne veut pas que je sois comme lui. Sans instruction, sans métier, sans rien du tout. » Alors voilà, c'était La Maison gardée, un extrait de La Maison gardée de Gabrielle Roy, tout en délicatesse, en simplicité finalement, mais je trouve que c'est encourageant, puis ça donne envie à son tour de partager puis de vivre ça pour une jeune enseignante. Je continue ma lecture en vous proposant 2 portraits de femmes, en vous amenant un peu à travers le Québec, un peu plus au nord, un peu plus au sud ensuite. Je vous propose de vous lire le portrait de femmes québécoises qui se retrouve dans l'ouvrage que j'aime beaucoup, qui s'intitule Nos héroïnes, écrit par Anaïs Barbeau-Lavalette, illustré par Mathilde 5 mars. Et c'est un ouvrage que j'aime beaucoup parce qu'il plaît autant aux plus jeunes qu'aux plus vieux. Il permet de découvrir ou de redécouvrir des grandes femmes d'ici qui ont fait des grandes choses et dont on doit connaître et rappeler l'histoire et les entreprises. Donc, le premier portrait dont je vous lis l'histoire aujourd'hui, c'est Elsie Refford. Je vous amène donc au Jardin de Métis. Je ne sais pas si vous avez déjà eu la chance de le visiter, mais je vous présente son instigatrice, disons comme ça. Ce qu'Elsie aime, c'est la pêche au saumon. Sentir l'eau vive jusqu'à sa taille, espérer le poisson au milieu de la nature immense, le bonheur. Mais Elsie se blesse et son médecin lui déconseille la pêche. C'est trop sportif, dit-il. Pourquoi ne pas vous mettre au jardinage? Ici, en Gaspésie, au cœur de la forêt nordique, Elsie aime les défis. Sur 20 hectares de terre, elle aménage son jardin. 200 000 mètres carrés de fleurs et de plantes, soit environ 30 terrains de soccer de couleurs et d'odeurs. Elle fait venir des fleurs rares du monde entier, elle déplace des arbres, creuse la terre, importe du sable pour que poussent ses bien-aimés. Elsie refuse de suivre les règles du jardinage et quand on lui dit que le pavot bleu de l'Himalaya ne s'enracinera jamais ici, elle s'empresse de prouver le contraire. Aujourd'hui encore, cette fleur délicate pousse vaillamment dans le jardin d'Elsie, au milieu des quelques 3000 autres variétés de plantes qui font des jardins de Métis un des lieux les plus émouvants du pays. Alors en ce moment où le printemps fleurit et nous rappelle les fleurs et le jardinage qui s'en vient, des fois, ça fait du bien de se rappeler qu'il y a des grandes femmes comme ça qui ont persévéré puis qui ont permis, en fait, d'établir un grand lieu aujourd'hui, un grand lieu au Québec, très agréable à visiter.
Je vous lis maintenant un deuxième portrait. Je vous parle de Claire Kirkland Casgrain. On se transporte maintenant à Montréal et un peu à Québec. Jusqu'en 1964, une femme ne peut ouvrir un compte bancaire sans la signature de son mari, ni louer un appartement. Elle doit être accompagnée comme une enfant. À cette époque, Claire est avocate. Elle travaille fort au milieu d'hommes riches pour un salaire de crève-faim. Devant cette injustice, elle fonde l'Association des femmes avocates du Québec. Le premier ministre, Jean Lesage, qui dirige alors la province, décide qu'il a besoin d'elle. Claire est alors nommée au Parlement de Québec. Elle devient la première femme ministre. Robe noire et tête haute, elle refuse de porter le chapeau, comme la Convention l'exige. Pourquoi travaillerait-elle avec un chapeau alors que les 70 hommes qui l'entourent n'en portent pas? Et pourquoi n'y a-t-il au Parlement que de vastes toilettes pour hommes, mais aucune pour les femmes? Claire s'occupe de tout ce qui concerne les voitures, la circulation, les camions. Elle est ministre des Transports. Plus tard, un peu, elle sera ministre de la Chasse et de la Pêche. C'est entre autres elle qui crée les premières réserves fauniques, des grands espaces où la nature est protégée. Claire et sa famille habitent à Montréal. Elle doit donc louer un petit appartement à Québec pour y dormir les soirs où elle finit de travailler très tard. Mais c'est impossible. Je ne peux pas vous louer cet appartement sans la signature de votre mari, madame. C'est la loi, lui dit un propriétaire. Une telle injustice ne sera bientôt plus possible parce que de retour au travail, Claire Kirkland Casgrain fait adopter une nouvelle loi qui permet enfin aux femmes d'être indépendantes. Alors voilà, c'était le portrait de deux femmes inspirantes qui se distinguent à leur façon, qui ont deux parcours différents, mais qui restent des héroïnes du Québec. Je vous lis maintenant un petit passage du livre Quisipan de Naomi Fontaine. Il y a d'ailleurs un splendide film qui a été fait à partir de ce livre-là. Et le petit passage que je vous lis aujourd'hui relate l'histoire d'une grand-mère et on y raconte toute sa bienveillance et surtout sa résilience qui transparaît en ces lignes. Alors c'est parti. À 40 ans, elle a découvert sa vraie nature. Mère, grand-mère à quelques reprises. Femme d'expérience, de carrière, mais pas carriériste. Une fois élue conseillère dans son village, une fois candidate à la chefferie, défaite, mais pas perdante. Un regard doux, le sourire familier. Pensant se connaître à 40 ans, elle est partie, avec un petit groupe, suivre le chemin de ses ancêtres. Le printemps, les nomades retrouvaient leur village par le chemin tout tracé par la rivière. Ils traversaient les monts et les vallées, ramaient, marchaient, portaient. Ils y étaient habitués, restreints à se fondre dans la nature pour survivre, à se substituer à elle pour exister. Elle n'était pas prête à ce qui l'attendait. Qui serait? Le train les avait déposés au 1150. Ils avaient pris souper dans un chalet. Le feu crépitait dans le poêle, la chaleur était bonne. La cheminée fumait, autant que les 4 femmes et le jeune homme qui discutaient joyeusement. Tout le monde se coucha de bonne heure. Tôt le matin, il fallait plier bagages et partir. C'était le début de quelque chose, la fin d'une autre. Marcher. Il fallait commencer par mettre un pied devant, le sac en toile sur les épaules, s'accrocher une confiance sur les lèvres. Marcher jusqu'à la rivière. Ramer. À genoux sur les planches de bois d'un canot qui avait 1000 fois fait ce trajet. Suivre la rivière, reconnaître en elle la voix, celle des anciens, celle des siens. Quelques jours plus tard, elle voulait être chez elle, dans sa maison, dans son lit, avec son amoureux au chaud, propre et fraîche, pour boire un café le matin avec de la crème et du sucre. Elle se refusait à vivre comme une nomade, à porter un instant de plus le nécessaire sur ses épaules. Elle n'était pas de celle-là, de ces femmes du passé qui ne comptaient ni le temps ni les efforts.
qui grimpait chaque mont comme si c'était la première fois. Comment combattre la nature, sa propre nature? Puis le matin était arrivé, aussi sec que la nuit. Pour la première fois depuis son départ, elle sortit le miroir carré qu'elle avait apporté, par orgueil ou par dépit face à ce qu'elle avait laissé derrière elle. Elle vit que sa peau avait bronzé, que ses cheveux étaient gras, que ses sourcils n'étaient pas épilés et qu'elle semblait fatiguée. Fâchée de voir ainsi son image, son visage se métamorphosa. Pendant quelques secondes, elle crut voir le reflet d'une volonté familière. Le regard qu'elle connaissait de la femme qui lui avait donné la vie. Les yeux de sa mère sur son visage à elle. Un défi, un combat, une quête, mais plus jamais une défaite. Elle aspira pour la première fois une bouffée de passé qui sembla se joindre à la réalité impossible de cette journée nouvelle. Ramer, marcher, porter, camper, manger, dormir, décamper, ramer. C'était sa vie, celle que pour un temps elle avait choisie. Un emprunt à ses ancêtres, héritière par choix. Le chemin était déjà tracé par les milliers d'autres portages. Suffisait de se laisser guider, de croire en la promesse d'un matin plus doux, cueillir de ses propres mains la pureté de l'eau. Libre dans la seule contrainte de survivre. Entourée d'épinettes hautes et de courts feuillus, elle vit les pistes du lièvre et repéra la perdrix silencieuse. Elle remercia le ciel pour sa douceur en ces soirs de mai. Jusqu'au dernier pas, elle remercia le Créateur de l'avoir guidée. Dans ce petit livre, on fait des observations diverses et c'est un roman qui transporte, qui fait voyager définitivement et qui mérite d'être lu pour se laisser transporter, se laisser inspirer aussi par ses récits, entre autres celui-là de la grand-mère qui parcourt un chemin qui nous est parfois inconnu ou méconnu et qui vaut la peine d'être lu puis d'être compris. On arrive déjà bientôt à la fin de cette séance de lecture, mais je vous propose une dernière lecture avant de se quitter. Une lecture qui fait un petit clin d'œil à la nature, à l'environnement qui nous entoure. Le 22 avril prochain marquera le jour de la Terre qu'on devrait célébrer un peu tous les jours, mais où on s'arrête particulièrement le 22 avril pour prendre conscience de ce qu'on accomplit au quotidien ou de ce qu'on n'accomplit pas au quotidien pour protéger notre planète. Et aujourd'hui, le petit texte, le court texte que je vous lis, c'est la transcription en français des paroles d'une chanson de Léane Betasamosake Simpson, qui se retrouve dans son ouvrage au magnifique titre « On se perd toujours par accident ». Et donc, elle fait la transcription d'une de ses chansons qui s'intitule « Au plus vieil arbre du monde ». Alors, vous allez voir, c'est fait dans une grande bienveillance, mais dans une grande puissance. Alors, au plus vieil arbre du monde, je m'inquiète de ce que tu bois, tu t'inquiètes de ce que je respire. Je t'aime bien parce que tu ne parles jamais trop fort. Tu inspires ce que j'expire. Je vous aime bien parce que vous retenez tout cela ensemble, avec les morceaux que je ne peux pas voir. Tu expires ce que j'inspire. Toi, 11 fois mon âge, moi, drapé dans des nuages de jeunesse. Je pense que je sais que tu as vu. Je sais ce que tu as vu. Je pense que nous nous ressemblons, mais ce n'est pas vrai, je ne sais pas. Je ne sais pas comment dire sans te faire honte, mais je sais que je crois qu'il faut dire les choses. Ta peau grise et ridée est magnifique. Et j'espère que tu n'as pas conscience de ce qui se passe. Alors voilà, c'est des courtes paroles que j'aime bien relire chaque année autour du 22 avril. C'est des paroles, je trouve, puissantes,
Elle s'adresse à un arbre, à la nature finalement, et je trouve que c'est fait avec une grande reconnaissance, une grande bienveillance pour la nature, pour ce qui nous habite, ce qui nous permet de vivre au quotidien. Puis en même temps, il y a quelque chose de très puissant dans tout ça. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié les lectures d'aujourd'hui, la séance réalisée ensemble. J'ai bien hâte de vous retrouver pour d'autres séances de lecture. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.